Et ce petit graphique, c'est juste pour illustrer qu'en fait, il y a deux groupes. Il y a d'abord, il y a les francophones ici, et puis vous avez les non-francophones. Et en même temps, vous avez en jaune, enfin, c'est les fumeurs, et en vert, les non-fumeurs. Donc vous voyez qu'il y a une interaction entre la fumée ou le tabagisme, le tabac, et la culture, enfin, ou la langue d'origine ou l'appartenance culturelle. Et vous voyez que qu'on soit fumeur ou non fumeur, au niveau du pourcentage de gens qui croient que la fumée secondaire a des effets néfastes, vous voyez qu'il y a plus de personnes, qui n'a pas c'est le contraire. Il y a plus de francophones qui pensent que la fumée secondaire n'est pas néfaste, et il y en a beaucoup, qu'ils soient fumeurs ou qu'ils soient non-fumeurs. Et donc, peu importe qu'on croit qu'on soit contre la fumée ou pas, ce qui est important et ce qui interagit là-dedans ou qui croisent ces croyances-là, c'est le fait qu'on soit francophone ou non francophone. Alors, quelles sont les implications? C'est que les facteurs culturels sont associés avec des croyances et des attitudes envers la fumée secondaire, et donc il est nécessaire d'en tenir compte lorsqu'on développe des mesures préventives. Et je ne sais pas si nous, on vit dans un contexte minoritaire ici, actuellement, il y a de plus en plus de lois et de règles qui sont mises de l'avant pour empêcher tout le monde de fumer. Et donc, nous, on baigne dans ce bain de culture, mais certainement, les non-francophones, non-fumeurs, sont parmi les plus actifs. Ce sont ceux qui font du lobbying. Ce sont ceux qui sont là en disant, il est interdit, il ne faut pas de fumer, on n'en veut pas, on veut personne qui fume. Alors qu'au Québec, les non-fumeurs ne sont pas aussi virulents. Ils ne sont pas aussi actifs. Ils acceptent, ils sont plus respectueux. Ils disent, t'aimes fumer, ça va, c'est correct. Et ça se voit dans cette enquête. C'était vraiment frappant que si on veut par exemple, qu'il y ait plus de succès au niveau de la prévention du tabac parmi les francophones au Québec, et je suis sûre que ce serait pareil en France, il faut d'abord convaincre les non-fumeurs que c'est un problème, pas les fumeurs. Et ça, c'est assez intéressant de voir ça. Ça, c'était vraiment ce qu'on a découvert en faisant cette étude. Et au niveau de la prévention, ça demande toute une différente stratégie qui n'est pas de convaincre les fumeurs d'arrêter de fumer, mais de convaincre les non-fumeurs qu'ils ont des droits à ne pas avoir des gens qui leur fument dans la figure. C'est ça que c'est, en fait. Donc, ce qui détermine les différences culturelles, barrières de langue par exemple, les barrières de langue pour comprendre les informations sur la santé, les habitudes culturelles, doivent donner lieu à plus de recherches, parce que là, on a constaté quelque chose. Comment ça se fait? Bon, on peut le comprendre au niveau de nos sociétés qui sont quand même différentes, et des valeurs, de nos valeurs en tant que francophones, mais il y a sûrement d'autres choses. On peut aller creuser, on peut aller chercher plus loin. Voilà, donc ça c'était mon petit exemple francophone comparé à des non-francophones. Maintenant, je voudrais un peu changer de vitesse et puis parler un peu de notre réseau là qu'on est en train de monter, qui s'appelle le RISF. Enfin bon, là je l'ai simplifié, c'est donc le réseau de recherche, interdisciplinaire sur la francophonie en situation minoritaire ou sur les francophones en situation minoritaire. Et non, et sur la santé, il y a le mot santé, le S, c'est ça, je me disais, voyons, le S, c'est sur la santé. Donc, sur la santé des francophones en situation minoritaire, alors c'est pour ça qu'on dit RISF, c'est plus facile. L'hypothèse de départ, on l'a remis ici, mais c'est ce que disait Louise tout à l'heure. L'hypothèse, c'est que le fait minoritaire traduit une inégalité sociale et d'accès aux ressources qui, traversée par les autres déterminants sociaux de la santé, entraîne de facto des disparités de santé. Et c'est ça qui vraiment nous intéresse. Alors, comme Peter vous l'a dit tout à l'heure, on a eu de la chance de recevoir un financement de 750 000 $ de 2006 à 2011, donc ça nous donne un petit peu de marge de manœuvre. Bon, ce n'est pas une grosse somme d'argent, 150 000 $ par an, mais bon, on le prend, et puis ça vient des Instituts canadiens de recherche en santé, donc ça a quand même une valeur
assez important pour les chercheurs et on nous prend quand même un peu plus au sérieux depuis qu'on est financé. L'équipe, voilà les gens qui sont impliqués dans l'équipe. Je suis sûre que vous reconnaissez des gens, même dans la salle. Nicole Côté, vous avez Peter Dorrington qui est impliqué, et puis vous avez des gens donc, de l'Université de Regina, de l'Université de la Saskatchewan. Je me pousse là, comme ça vous voyez. Et puis, donc en fait, on devait avoir présenté des co-chercheurs. On était obligé d'avoir des chercheurs indépendants. Ça faisait partie des critères quand on a appliqué. Et on a la chance d'avoir Rodrigue Landré qui a accepté de travailler avec nous. Et puis, donc, des collaborateurs qui amènent souvent des centres de recherche ou des expertises. Par exemple, ça, c'est un clinicien. Et bien sûr, des étudiants. On est très intéressé d'avoir des étudiants qui s'intéressent à ce domaine de recherche pour qu'on puisse justement bâtir cette capacité de recherche et travailler dans ce domaine. Voilà, les partenaires. Vous avez bien sûr Société Santé en français, le Consortium national de formation. On a eu vraiment un soutien formidable de toutes les associations nationales communautaires et les réseaux santé en français au travers du pays. Et puis, voilà, vous avez la liste des universités qui sont impliquées. C'est assez impressionnant, quand même, de voir. Il y a eu vraiment, derrière cette demande, toute une mobilisation au niveau du Canada en disant, bon, allez, on va faire une grosse demande. Et puis, tout le monde s'est mis derrière. Et je pense que c'est ça qui a payé. Et avec une production de connaissances là, qui raffine ces déterminants, en rajoutant que la situation minoritaire, la situation linguistique minoritaire devient un déterminant, ben, ça donne un envol, en tout cas, du moins pour poursuivre la recherche et pour négocier et mieux documenter aussi les réalités des communautés. Alors, je vais passer la parole à ma collègue Anne, qui va poursuivre. Merci Louise. Donc, on s'est dit qu'on allait vous donner un exemple un peu dans un autre ordre d'idées. C'est donc une petite étude qui a été faite dans le cadre d'une plus grande enquête. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir quelle était l'influence de la culture sur les croyances et les comportements relatifs à la fumée secondaire. La fumée secondaire, c'est un fumeur qui fume en présence de quelqu'un qui est non-fumeur, et en particulier les enfants. Alors voilà, ça c'est la définition de façon plus humoristique. Donc, l'objectif, c'était d'étudier le rôle donc, de ces facteurs culturels sur les croyances et les comportements relatifs à la fumée secondaire chez les francophones au Québec, les francophones donc, en dehors du Québec et les non-francophones au Canada. Et alors là, vous voyez, la définition qu'on a utilisée, c'est un peu la même chose que Louise vous a montré, sauf que nous, au lieu de parler d'allophones, on a simplement considéré tous ceux qui n'étaient pas francophones, c'est-à-dire les non-francophones au Canada, ça veut dire il y a les anglophones et tous les autres. Donc, au niveau des pourcentages, ça faisait à peu près 4,4% de la population canadienne hors Québec parle en français et 80,4% de la population québécoise. Alors ici, ça vous donne juste au niveau de l'étude un peu les nombres. Vous avez ici les francophones au Québec, on avait 1219 personnes. Des francophones hors Québec, on avait un échantillonnage de 288 personnes. Et les non-francophones hors Québec, bien sûr, les plus nombreux, 3342. Donc, c'était un échantillonnage d'à peu près 5000 personnes. Vous pouvez voir simplement le pourcentage hommes-femmes, les groupes d'âge, les gens qui étaient mariés versus seuls, et ceux qui avaient ici cette ligne, qui avaient une éducation du secondaire ou moins, hein, ou bien alors des gens qui avaient plus que le secondaire comme éducation. Juste pour vous une idée, tous ces chiffres sont des pourcentages. On voulait voir, merci. On voulait voir donc, une des premières choses, c'est qu'on voulait voir quelle était la prévalence de la fumée, c'est-à-dire dans ces différents groupes. Donc, vous avez donc à votre gauche les non-fumeurs, les fumeurs, et puis ensuite
la prévalence de la fumée secondaire. Et si vous regardez donc de façon plus précise, vous voyez d'abord qu'il y a plus de non-fumeurs chez les non-francophones. Il y a plus de fumeurs ou de francophones chez les fumeurs. Et au niveau de la fumée secondaire, c'est ça qui est le plus alarmant. Elle est beaucoup plus prévalente au Québec, suivie par les francophones hors Québec et ensuite les anglophones ou le reste du Canada, qui est ce graphique sur votre droite. Et c'est absolument significatif et ça montre qu'il y a une préoccupation globale, il y a vraiment un différentiel énorme qui peut s'expliquer justement par des origines culturelles. Alors là, j'ai juste choisi de vous donner quelques exemples pour illustrer un petit peu le propos. Là, il y avait toute une série de questions, et cette question en particulier, c'était de demander aux gens leur opinion sur la fumée secondaire. En particulier, on leur demandait si c'était les parents qui avaient le droit de décider si oui ou non ils fumaient devant un non-fumeur et devant leurs enfants en particulier. Ça, c'est la première. Oups, ouais, il vaut mieux que je vous le montre là. Donc ça, c'est ici. Et là, ici aussi, vous voyez, les Québécois disent, mais bien sûr, c'est c'est à nous de décider. Il n'y a pas besoin d'interférence d'autrui. Nous avons le libre arbitre et nous pourrons décider nous-mêmes. Ici, c'était une autre question qui disait, est-ce qu'il faudrait établir une loi pour interdire de fumer dans la voiture? Alors, ici aussi, vous voyez que les gens hors Québec, et c'est intéressant, ici, vous voyez même les francophones hors Québec, pensent que c'est une bonne idée, alors que les Québécois pensent que c'est moins bonne idée. Et est-ce qu'il faudrait une loi donc, pour interdire de fumer dans la maison? Bon, alors bien sûr, c'était des questions qui étaient prises exprès, parce que bien sûr, elles pénètrent dans le domaine personnel de la vie privée où les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Donc. Mais on voit très bien au niveau des opinions que les Québécois, donc les francophones au Québec, sont ceux qui sont de façon le plus marquée, veulent leur parfaite indépendance et le droit de contrôle sur la façon dont ils mènent leur vie. Les francophones hors Québec sont un peu au milieu et les anglophones ou le reste sont différents.